Bonjour, je suis le docteur Vincent Timarine, je suis chef de clinique assistante en psychiatrie et en addictologie dans le service du professeur Lançon. Je vais vous présenter le cours sur la conceptualisation de cas. Ce cours est un des cours obligatoires pour valider le module optionnel de thérapie comportementale et cognitive. Notre plan va se dérouler ainsi. Tout d'abord, nous expliquerons à quel moment nous devons faire une conceptualisation de cas au cours de la prise en charge. Puis, nous évoquerons l'intérêt de faire une conceptualisation de cas. Nous développerons les grands modèles, nous illustrerons chaque modèle par des exemples de cas. Enfin, nous aborderons des pistes lorsque nous sommes en difficulté à un moment donné de la prise en charge. À quel moment faire une conceptualisation de cas? Tout d'abord, le patient arrive avec une souffrance, une demande précise. Cette dernière n'est pas toujours la même en tant que thérapeute ou du point de vue du patient. Il est important pour l'alliance thérapeutique et la relation de collaboration de comprendre au mieux cette demande. De plus, il est nécessaire que le médecin et son patient arrivent à un objectif commun. Une fois l'alliance thérapeutique installée et que vous avez compris la demande, soit la souffrance actuelle de votre patient, il est possible de faire une conceptualisation de cas. Cette conceptualisation est réalisée conjointement. Elle se compose toujours d'une partie dite synchronique et une partie diachronique. Je développerai ce point dans la suite de ma présentation. La conceptualisation de cas pourra aussi affiner vos hypothèses diagnostiques et inclure l'ensemble des comorbidités pour mieux comprendre les interactions. À la fin de la conceptualisation de cas, vous aurez mieux défini la problématique du patient, ses objectifs thérapeutiques et les hypothèses du développement du trouble, mais aussi les pistes thérapeutiques pour faire un programme de sa prise en charge. Vient ensuite la première phase d'évaluation, où vous déterminerez les lignes de base et les échelles d'évaluation à faire passer au patient tout au long de votre prise en charge. Enfin, vous pourrez commencer le suivi et les exercices psychothérapeutiques en commençant par la psychoéducation de votre patient. L'intérêt de faire une conceptualisation de cas est donc primordial pour renforcer l'alliance thérapeutique avec votre patient. Si le patient s'approprie sa problématique en réfléchissant conjointement à sa conceptualisation. Cela vous donne également l'occasion de faire un début de psychoéducation sur l'intérêt de la prise en charge en thérapie comportementale et cognitive et son fonctionnement, mais également sur les premiers biais cognitifs ou comportements renforçateurs que vous aurez identifiés lors de votre conceptualisation de cas. Par exemple, pourquoi et comment ce comportement d'évitement est un renforçateur négatif, pourquoi cette cognition est un biais cognitif de type tout ou rien. La conceptualisation de cas vous apportera également des informations sur le stade motivationnel, en addictologie si c'est le cas, mais également sur le changement général qu'il devra réaliser pour résoudre son problème et atteindre son objectif. La conceptualisation de cas vous apportera déjà des premières pistes sur les croyances ou métacognitions de vos patients, et celles pour déconstruire la fonction de ces dernières afin que le changement soit plus facile. Vous n'êtes que l'aiguillère de la prise en charge, afin que votre patient redevienne autonome. L'objectif n'est pas qu'il devienne dépendant, ce qui est trop souvent le cas en instaurant une relation uniquement directive, mais qu'il redevienne autonome face à ses problèmes actuels et apprendre à mieux gérer les futurs. Un des autres intérêts de faire une conceptualisation de cas est de pouvoir commencer une prise en charge sans avoir à poser un diagnostic. Si un patient arrive avec la demande de mieux gérer ses émotions, vous pouvez mieux aborder la problématique. Par ailleurs, la conceptualisation de cas peut être un outil pour mieux comprendre les mécanismes, cognition ou comportement. Elle peut être d'une grande aide pour mieux nous éclairer dans notre diagnostic. D'un même comportement, je ne sors plus de chez moi, peut se dégager plusieurs cognitions possibles qui orientent notre diagnostic. Par exemple, je ne sors plus de chez moi car j'ai la sensation que les autres m'observent. Affiner les cognitions du patient pourra révéler qu'il présente un délire de persécution. Ils peuvent me faire du mal, ils vont essayer de me manipuler, ou bien nous orienter vers une phobie sociale, ils vont penser de moi que je ne suis pas intéressante car je rougis, ou encore un trouble panique avec agoraphobie. Si je sors car je me sens oppressée, je risque de refaire une attaque de panique et de perdre le contrôle. Je ne survivrai pas à une nouvelle crise. De plus, la conceptualisation de cas peut mettre en évidence des comorbidités et les intégrer à une prise en charge globale des troubles. Par exemple, un patient qui présente des pensées ruminatives dysfonctionnelles. Pourquoi j'ai tout raté dans ma vie? Pourquoi je n'arrive jamais à entreprendre les choses? Pourquoi je n'ai plus la force de me battre? Pourquoi je me sens si mal toute la journée?
Pourquoi je continue à boire alors que je suis motivé à m'arrêter? Toutes ces cognitions entraînent des émotions, comme un fort sentiment de culpabilité et de colère envers lui-même, et des comportements comme la consommation de produits. Le patient cherche alors à stopper les pensées pour apaiser cette émotion ou tout simplement pouvoir dormir. Le plan d'action thérapeutique devra donc à la fois se centrer sur les comportements addictifs, mais également sur les biais cognitifs, qui apparaissent en dehors ou pendant la consommation. La conceptualisation de cas se décompose en deux parties. La première est la synchronie. La synchronie se centre sur l'ici et maintenant. Le patient détermine une problématique qu'il souhaiterait cibler car le comportement est souvent récurrent et lui pose problème dans son quotidien actuellement. C'est le motif de consultation du patient souvent ou ses principales plaintes. Il faut repartir d'une situation précise ou thématique précise, recontextualiser. La diachronie est la deuxième partie de la conceptualisation de cas. Elle permet de comprendre le mode d'installation du problème cible. C'est l'histoire naturelle du trouble, en d'autres termes, et son évolution. Par exemple, un TOC chez un patient qui peut trouver son origine dans une dysmorphie corporelle. Je me suis mis à faire les mêmes gestes en me peignant les cheveux pour éviter qu'ils ne tombent. Ou la suite d'un traumatisme. Si je vérifie 7 fois le verrou de la porte d'entrée, je ne me ferai pas agresser. Il permet donc de définir le type de prise en charge, l'ordre des interventions et donc de faire le plan du traitement. La conceptualisation de cas se démarre lors des premières séances de consultation, mais elle se construit tout au long de la thérapie car elle va bouger avec l'évolution positive ou négative du trouble. Les lignes de base sont nécessaires pour évaluer les objectifs thérapeutiques. Dans ce cas, d'une phobie spécifique des araignées, on pourrait mesurer l'intensité de la peur, de l'angoisse. On peut également déterminer comme comportement, comme ligne de base, regarder une image d'une araignée, ne plus sortir de la pièce lorsqu'on voit une araignée. Ces données peuvent être mesurées entre chaque séance. Les échelles d'évaluation sont utilisées pour, dans un premier temps, confirmer un diagnostic, entretien semi-structuré ou non, pour obtenir une intensité de la pathologie, questionnaire et échelle d'évaluation, prendre des outils validés en population francophone. Il peut être reproduit au début, au milieu de la prise en charge et à la fin, mais également dans le suivi de nos patients. Il existe différents modèles de conceptualisation de cas. La plus classique est la grille CK et sa version plus récente, la CERC. En pédopsychiatrie, le modèle SORC est plus adapté. Il existe d'autres modèles comme la conceptualisation holistique ou le modèle transdiagnostique, la thérapie des schémas ou les modèles de thérapie comportementale et dialectique. Je ne développerai que les grilles SORC, CK et ACERC dans ce cas. On a une situation déclenchante dans le modèle SORC qui va amener le patient à avoir certaines pensées. L'individu va alors sentir des émotions qui vont lui faire avoir un certain comportement qui aura des conséquences. C'est assez simple et le patient comprend assez vite le fonctionnement. Il peut donc très vite analyser son comportement lui-même. Une fois que le comportement est renforcé, la cognition et la réponse vont être plus rapides pour devenir au final automatiques. Dans chaque catégorie, vous pouvez écrire les termes employés par le patient. Je vous présente le cas d'un garçon de 9 ans qui souffre d'une anxiété sociale et de performance, comme passer au tableau en classe ou faire un contrôle pour l'anxiété de performance, mais également à la récréation pour la phobie sociale. Il a pour émotion de l'anxiété qui se manifeste par des sensations physiques, avec les mains moites, une tachycardie et la tête qui tourne. Dans ces moments-là, il pense « Les parents vont me gronder, je vais avoir une mauvaise note, je ne vais pas y arriver, ils vont me trouver moche ». Les réponses à ces cognitions se traduisent par des comportements d'évitement principalement, comme aller à l'infirmerie parce qu'on ne se sent soi-disant pas bien, ou d'affrontement. En conséquence, il présente de nouvelles pensées. Je ne suis plus calme, je suis déçu de moi, je me trouve nul. Mais également, il y a une augmentation du nombre de punitions et une chute des résultats scolaires. La grille CK est la plus utilisée. La synchronie se base dans un premier temps sur le problème cible, l'objectif thérapeutique, le trouble ou le comportement problème. C'est le point commun à différentes situations problèmes. Une fois déterminée, la synchronie se décompose en pensée anticipatrice. C'est le mode d'adaptation du patient avant la survenue du problème.
L'image anticipatoire, les pensées anticipatoires, les réactions physiques, la prédiction catastrophique, les croyances personnelles. Ces pensées anticipatrices se manifestent avant les situations. La situation qui est donc l'événement ou le stimuli déclencheur. Les automatismes. Les événements ou stimuli déclencheurs. Les automatismes du problème cible. Celles décrites par le patient. Celles centrées sur l'ici et maintenant. En rapport avec le problème cible, on cherche à décrire la situation le plus précisément possible. Vient alors des émotions, qui sont en fait des réactions émotionnelles immédiates. Elles se décomposent en affects et se traduisent par des sensations physiques. La signification personnelle correspond à une métacognition du patient, au regard de la situation présentée et de ses conséquences. Souvent, c'est un schéma cognitif de soi-même, « je suis », qui est une attribution interne, ou du monde, attribution externe, comme c'est injuste. C'est le point de départ d'une thérapie cognitive. Attention, les patients n'arrivent pas toujours aussi facilement à identifier la signification personnelle. Il est souvent plus facile pour eux d'identifier les émotions et les comportements plutôt que les cognitions, ou les significations personnelles qui sont automatiques et que partiellement conscientes. Le questionnement socratique est très important pour les identifier. Les cognitions ou pensées automatiques. Il s'agit des cognitions dites chaudes, qui illustrent les pensées du patient au moment central de la situation présentée. C'est le point commun à différentes situations problèmes. On utilise le questionnement socratique également. Les comportements sont la description générale de la façon de réagir face à la situation. Cela peut être des comportements moteurs, verbaux, des évitements, la fuite ou bien se paralyser. Il faut également penser aux comportements subtils, comme la présence d'autrui, des rituels, le comportement de sécurité, ou des évitements subtils, comme « j'aime bien marcher, je ne prends pas souvent le métro », dans le cas d'une agoraphobie par exemple. L'entourage. Il faut faire la description générale de la façon de réagir de l'entourage face à la situation. Ce que dit et ce que fait l'entourage. Le type de renforcement, neutre, positif ou négatif. Les facteurs de maintien ou de renforcement positif ou négatif du comportement. La diachronie se décompose en données structurales possibles, qui sont les antécédents familiaux, psychiatriques, médicaux, psychologiques et personnels. Le mode éducatif, la généalogie et la place du patient dans la famille. Les facteurs historiques de maintien possibles sont les organismes du problème cible, tout événement qui a joué dans l'histoire du problème, les raisons qui expliquent la persistance du trouble dans le temps. On peut poser des questions comme, par exemple, avez-vous des explications concernant la persistance de vos troubles? Ou pourquoi votre problème ne s'est pas arrangé tout seul? Pourquoi ce problème n'a pas été pris en charge jusque-là? Les facteurs déclenchants initiaux évoqués par les patients. C'est rechercher des déclencheurs du problème. Au cours du premier épisode, quels ont été les événements qui ont déclenché le problème? Comment tout cela a commencé? Selon le point de vue du patient, avez-vous des explications sur l'origine de votre problème? Selon l'interrogatoire et les informations obtenues par les divers entretiens. Les événements précipitant la demande de prise en charge. Il faut rechercher les raisons qui conduisent à la demande actuelle de la prise en charge. Cela permet d'appréhender la motivation du patient. Vous pouvez poser la question « Pourquoi venez-vous maintenant plutôt qu'il y a un an ?» Qu'est-ce qui vous amène à venir me voir maintenant? Enfin, les traitements antérieurs. Voici un exemple de grille CK. Nous avons utilisé un code couleur pour deux situations différentes. En noir, les éléments communs aux deux. Ce qui s'ajoute dans la synchronie de la grille à cercle. Ce sont les imageries possibles dans les représentations mentales.
la différence entre les comportements ouverts, conduite volontaire, observable, et les comportements couverts ou conduite volontaire cachée. Il existe aussi des conséquences personnelles et socio-relationnelles à court et long terme. Dans la diachronie, il se rajoutent les facteurs de vulnérabilité prédisposants. Avant l'événement déclencheur, il peut y avoir certains événements de vie, comme par exemple le décès d'un parent, des violences ou une négligence parentale, voire des moqueries à l'école. Ces événements ont sensibilisé la personne à réagir à un certain stimuli de façon inappropriée. Cela se différencie du facteur du développement et de maintien du trouble, qui est en fait l'événement premier supposé à l'origine du déclenchement d'une réaction inappropriée, et qui deviendra plus tard le problème cible. Dans les facteurs précipitants, on peut distinguer les événements récents, mais également la motivation au traitement actuel. On recherche également les traitements actuels et passés, comme les soins, les médications ou les drogues. On recherchera également les problèmes sociaux. En cas de problème dans votre prise en charge, il faut s'interroger sur l'alliance thérapeutique avec votre patient, reprendre les stades de l'entretien motivationnel et notamment la balance décisionnelle. Si cela ne suffit pas, il faut reprendre la conceptualisation de cas. Les points à retenir. La conceptualisation de cas se fait au début de la prise en charge. Il faut prendre son temps pour construire ses bases solides. Le choix de son modèle est important. Il faut qu'il soit adapté à la pathologie, à l'âge du patient, afin de favoriser l'alliance pour qu'ensemble, vous puissiez comprendre les enjeux du problème cible. En cas de trouble dans la prise en charge, revenez à la conceptualisation de cas peut être nécessaire. Je vous remercie de votre attention.